Dans la petite ville historique d'Autun, nichée au cœur de la Bourgogne, se tenait un bistrot dont le nom était devenu une légende locale. Le Bœuf d'Or, ainsi qu'il s'appelait, était stratégiquement situé non loin de la gare routière, un carrefour incessant de voyageurs, de routiers et d'habitants pressés. Du matin jusqu'au soir, l'établissement ne désemplissait jamais. Une file de clients patients serpentait souvent sur le trottoir, attirés par l'arôme envoûtant des boulettes de bœuf qui flottaient dans l'air, promesse d'un réconfort simple et authentique. L'enseigne, une simple planche de chêne vieillie où les lettres dorées s'écaillaient, ne payait pas de mine. Pourtant, il n'était pas rare que l'attente se prolonge, tant les gens étaient prêts à tout pour obtenir un bol fumant de ce plat qui, disait-on, n'avait pas son pareil. Le bouillon était riche, parfumé, les boulettes d'une tendreté et d'un moelleux incomparable, et la sauce, un secret de famille, relevait chaque bouchée à la perfection. La réputation du Bœuf d'Or et de son propriétaire, M. Laurent Bernard, avait largement dépassé les remparts romains d'Autun. Les chauffeurs de bus de la ligne Dijon-Nevers en avaient fait leur cantine attitrée. Les employés de la mairie, les étudiants de l'IUT, et même les notables de la région s'étaient un jour assis sur les banquettes de moleskine rouge de ce modeste bistrot. Certains clients fidèles n'hésitaient pas à faire le trajet depuis Chalon-sur-Saône ou le Creusot juste pour ce plaisir. Derrière ce succès se trouvait M. Bernard, un homme d'une 50aine d'années, toujours affable, le sourire facile et le tablier impeccable. Les anciens du quartier aimaient raconter comment il avait commencé avec une simple charrette sur le marché, avant de pouvoir, à force de travail et de persévérance, s'offrir ce local sur l'avenue principale. Son histoire était une source d'admiration. Avec les revenus de son commerce, il avait pu envoyer ses 2 enfants à l'université. Cependant, depuis quelque temps, des chuchotements commençaient à écorner cette image parfaite. Un jeune homme, qui avait travaillé quelques semaines en cuisine, avait partagé une anecdote étrange. Il s'étonnait que M. Bernard refuse systématiquement qu'on aille lui chercher de la viande chez le boucher réputé de la place du Champ-de-Mars. Le patron affirmait avoir un fournisseur exclusif, un éleveur de la région qui lui livrait sa marchandise tard dans la nuit, pour garantir une fraîcheur inégalée. Au début, personne n'avait prêté attention à cette histoire. Qui oserait douter du plat le plus célèbre de la ville, fierté de la gastronomie locale? Néanmoins, la suspicion germa lentement lorsque les gens réalisèrent que le prix des boulettes du « Bœuf d'Or » était nettement inférieur à celui des autres restaurants du secteur qui proposaient du bœuf charolais. Et pourtant, le goût était si supérieur. Une question flottait désormais dans l'air: d'où venait réellement cette viande? Interrogé, M. Bernard se contentait d'un sourire énigmatique, expliquant qu'il bénéficiait d'un contrat d'exclusivité avec une ferme familiale, un partenariat de confiance bâti sur des décennies. Cette énigme parvint aux oreilles d'Antoine Dubois, un étudiant en dernière année de technologie alimentaire à l'Université de Bourgogne. Originaire d'Autun, il retournait souvent chez ses parents le week-end. Antoine était un jeune homme à l'esprit vif et analytique. Après avoir dégusté les boulettes de M. Bernard à plusieurs reprises, une sensation de dissonance s'était installée en lui. D'un point de vue professionnel, la texture de la viande ne correspondait pas entièrement à celle du bœuf charolais qu'il connaissait si bien. Au début, il pensa que c'était une simple impression. Mais en tant qu'étudiant habitué à analyser la structure et les arômes des aliments dans les laboratoires de pointe de Dijon, il ne pouvait ignorer cette curiosité lancinante. À chaque mastication, son palais décelait une anomalie. La fibre musculaire n'était pas la même que celle des échantillons de bœuf qu'il étudiait. La saveur, bien que délicieuse, était trop intense, presque excessivement savoureuse, comme si elle cherchait à masquer quelque chose. Un soir, après avoir dîné au bistrot, Antoine confia ses doutes à son meilleur ami et colocataire, Romain. Il lui montra un petit sac en plastique contenant un reste de boulettes qu'il avait ramené. D'un air grave, il affirma sa conviction: ce n'était pas du pur bœuf charolais. Romain éclata de rire, lui conseillant d'arrêter de tout analyser et de simplement profiter de ce qui était bon. Mais Antoine était tenace. Son malaise grandissait, nourri par le sentiment qu'un secret majeur se cachait derrière le succès de ce plat emblématique. Dans le silence de sa chambre d'étudiant, il se murmura que la vérité, quelle qu'elle soit, devait être découverte. Cette décision marqua le début d'un périple périlleux, une quête de vérité qui allait le confronter à des dangers qu'il n'imaginait même pas. Le lendemain, à l'université, Antoine prit son courage à 2 mains et alla trouver une de ses professeurs, Hélène Moreau. C'était une sommité dans son domaine, une femme respectée pour sa rigueur scientifique et son intégrité. D'un air sérieux, Antoine lui exposa ses soupçons concernant la viande du Bœuf d'Or. Madame Moreau fronça les sourcils. Elle lui rappela qu'une telle accusation, sans preuve tangible, était non seulement diffamatoire mais aussi dangereuse. Cependant, intriguée par la démarche analytique de son étudiant, elle lui suggéra une approche méthodique:
prenez un échantillon propre, analysez-le en laboratoire, et étayez vos dires avec des données scientifiques irréfutables. Antoine garda précieusement ce conseil en tête. Le soir même, il retourna au bistrot, mais cette fois avec une intention différente. Il commanda une portion et, discrètement, glissa quelques boulettes dans un petit récipient stérile qu'il avait préparé. Assis à sa table, son regard scrutait la petite cuisine à l'arrière. Il remarqua une petite porte en acier, toujours fermée, et même verrouillée par un cadenas. Cela lui parut étrange. Rares étaient les bistrots de cette taille qui possédaient une chambre froide ou une réserve aussi sécurisée. De retour à Dijon, Antoine effectua une première analyse simple. Dans le laboratoire de l'université, il compara la teneur en protéines et la structure des fibres avec un échantillon de bœuf charolais certifié. Les premiers résultats le firent sursauter. Les boulettes n'étaient pas pur bœuf. Il y avait un mélange, mais avec quoi? Il ne pouvait pas encore le déterminer. Il nota dans son carnet, volaille, improbable. Agneau, l'arôme serait distinct. Poisson, impossible. Il restait la possibilité d'un mélange avec une viande moins chère. Ou pire, une viande rarement utilisée dans la consommation courante. Sa curiosité virait à l'obsession. Quelques jours plus tard, il invita Romain et une autre amie, Léa, à dîner au Bœuf d'Or, désireux d'avoir leur avis. Après dégustation, Romain admit que la texture était effectivement un peu trop élastique pour du bœuf. Léa ajouta qu'elle percevait un arrière-goût étrange, quelque chose qui ne lui rappelait pas le bœuf traditionnel. Antoine hocha la tête, de plus en plus convaincu que M. Bernard cachait quelque chose. Cette nuit-là, assis à son bureau, il contempla ses notes et l'échantillon restant. Sa détermination était scellée. Il se chuchota que le secret du bistrot devait être percé à jour. Il ignorait encore l'ampleur des risques qu'il s'apprêtait à prendre, inconscient que sa quête de vérité allait le plonger au cœur d'une affaire qui dépassait non seulement sa personne, mais concernait la confiance et la sécurité de toute une ville. La nuit tombait lentement sur Autun, chargeant l'air d'une humidité persistante après l'averse de l'après-midi. Les rues autour de la gare routière se vidaient. Quelques vendeurs ambulants remballaient leurs étals, laissant derrière eux des effluves de crêpes et de marrons chauds qui se mêlaient à l'odeur du bitume mouillé. Au loin, le sifflement du dernier bus pour Dijon déchira le silence. C'est dans cette atmosphère feutrée qu'Antoine se retrouva de nouveau assis à une table du Bœuf d'Or. De l'extérieur, tout semblait normal. Le néon de l'enseigne grésillait, la vapeur s'échappait de la grande marmite en cuivre, et les derniers clients discutaient joyeusement. Mais pour Antoine, l'ambiance était chargée de suspicion. Depuis qu'il avait repéré la petite porte en acier, son esprit ne connaissait plus de repos. Il était persuadé qu'elle gardait la clé du mystère. Il feignit de commander une portion comme n'importe quel autre client. Lorsque le bol fumant arriva, il le dégusta lentement. Le bouillon était savoureux, les boulettes tendres, la sauce relevée. Tout semblait parfait. Mais derrière ce plaisir gustatif, ce sentiment de dissonance persistait. Chaque bouchée renforçait sa conviction. Ce n'était pas uniquement du bœuf. Son regard se tournait par intermittence vers la cuisine. À travers la vitre embuée, il apercevait les employés s'affairer. Rien d'anormal. Mais la porte en acier, dans le coin, restait obstinément close, comme une sentinelle gardant un secret inavouable. Antoine déglutit, son cœur battant plus vite que de coutume. Alors que les clients commençaient à partir, il ralentit délibérément son repas, attendant que le bistrot se vide. Le temps semblait s'étirer. Les chaises en bois se vidèrent une à une. Le brouhaha des conversations s'estompa, remplacé par le cliquetis des couverts que l'on rangeait. Il ne restait plus que quelques personnes. Il était près de 21 heures. Soudain, son cœur s'emballa. Il vit M. Bernard se diriger vers la fameuse porte. L'homme sortit une clé de la poche de son tablier, ouvrit le cadenas, et s'engouffra à l'intérieur d'un pas pressé. Quelques instants plus tard, il en ressortit en traînant un grand sac de jute blanc. Le sac était manifestement lourd, ses épaules étaient tendues par l'effort. Une fois le sac dans la cuisine, la porte fut de nouveau verrouillée. Antoine observa la scène, le souffle court. Il ne pouvait détacher son regard. Que contenait ce sac? Pourquoi passer par une porte constamment sous clé? Ces questions résonnaient dans sa tête. La nuit s'épaississait. Le dernier client partit. Les employés commencèrent à nettoyer. Le sol fut lavé, les tables essuyées, les chaises empilées. L'un après l'autre, ils prirent congé. De loin, Antoine continuait de surveiller. Seul M. Bernard restait dans la cuisine. L'atmosphère autour de la gare devenait presque déserte.
Le vent nocturne charriait l'odeur de diesel d'un car récemment parti. La rue était vide, à l'exception de quelques scooters qui passaient en pétaradant. Antoine se leva et se dirigea discrètement vers la ruelle sombre qui longeait le côté du bistrot. De là, il pouvait avoir une vue sur l'arrière de l'établissement. Il s'approcha avec précaution. Par une petite fenêtre de service, à moitié ouverte, filtrait la lumière de la cuisine. Antoine colla son œil à l'interstice. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Sur le grand plan de travail en inox, le sac de jute était ouvert. Il contenait des blocs de viande d'une couleur pâle, tirant sur le brun gris. La fibre semblait grossière, et une odeur âcre et inhabituelle flottait dans l'air, perceptible même de l'extérieur. Monsieur Bernard était à l'œuvre. D'une main experte, il découpait cette viande avec un grand couteau de boucher. Ensuite, il plaçait les morceaux sur une balance, notait un chiffre dans un carnet, puis les jetait dans un hachoir industriel. Le vrombissement de la machine emplit la pièce. Antoine recula d'un bond. Ce n'était clairement pas la viande de bœuf charolais, rouge et persillée, qu'il connaissait. Une sueur froide perla sur ses tempes. Il se baissa vivement, craignant que son ombre ne soit visible de l'intérieur. Son cœur battait la chamade. Il tenta de contrôler sa respiration pour ne pas paniquer. Il se le murmura à lui-même, le grand secret était bien là, derrière cette porte. Mais il ignorait toujours de quelle viande il s'agissait. Antoine quitta la ruelle sur la pointe des pieds, regagnant rapidement l'avenue principale. Les lampadaires blafards rendaient la scène encore plus sinistre. Il se retourna plusieurs fois, angoissé à l'idée d'avoir été repéré. Ce n'est qu'une fois arrivé à une distance respectable qu'il se permit de respirer. Cette nuit-là, il rentra chez ses parents d'un pas pressé. Dans sa chambre d'enfance, il resta assis, songeur. Le tic-tac de la vieille horloge, comptoise rythmait le tourbillon de ses pensées. Il prit un carnet et y consigna son expérience, d'une écriture fébrile mais déterminée. Il écrivit qu'il lui faudrait, un jour, entrer dans cette réserve. Pas seulement jeter un œil par la fenêtre. C'était le seul moyen de rapporter une preuve irréfutable. Avant de s'endormir, il envoya un court message à Romain, lui racontant ce qu'il avait vu. Cette fois, son ami ne rit pas. Il lui répondit simplement de faire très attention, de ne pas être imprudent. Mais la décision d'Antoine était prise. Il passa la nuit les yeux ouverts. La peur se mêlait à une étrange forme de courage. Il savait que sa prochaine étape serait extrêmement dangereuse. Mais il savait aussi que plus il attendait, plus les gens continueraient à manger ce mensonge. Il ferma les yeux en formulant une prière silencieuse. Demain soir, il devrait y retourner. Pas seulement pour voir, mais pour entrer et rapporter une preuve que personne ne pourrait contester. Les jours passaient, mais l'esprit d'Antoine restait prisonnier de l'image de M. Bernard hachant cette viande pâle. À l'université, il peinait à se concentrer. Romain, assis à côté de lui en amphithéâtre, lui donnait de légers coups de coude pour le ramener à la réalité, mais Antoine ne parvenait qu'à esquisser un sourire absent. Dès la fin des cours, il se rendit directement au bureau de Madame Moreau. Assis face à elle, il lui raconta, la voix basse, tout ce qu'il avait observé depuis la fenêtre du bistrot. La professeure l'écouta avec une attention soutenue, son visage se faisant de plus en plus grave. Elle lui rappela à nouveau les risques. S'il se faisait prendre, sa vie pourrait être en danger. Pourtant, face à la détermination sans faille de son étudiant, elle ne put le dissuader. Elle savait qu'Antoine était un jeune homme intègre. Après un long silence, elle déclara d'un ton ferme que la seule façon de prouver quoi que ce soit était de rapporter un échantillon physique de la réserve. Des photos ou des témoignages ne suffiraient jamais à convaincre le public, et encore moins les autorités, face à la réputation de M. Bernard. Antoine hocha la tête. La tâche s'annonçait ardue, mais sa résolution était inébranlable. Ce soir, il tenterait de s'introduire dans la réserve. La journée fut une longue torture d'anticipation. De retour à sa chambre d'étudiant à Dijon, il prépara méticuleusement son équipement. Une petite lampe de poche, son carnet et son téléphone portable à la batterie pleine, le tout glissé dans un sac en bandoulière. À la nuit tombée, son agitation devint palpable. Romain, le voyant faire les 100 pas, lui demanda où il comptait aller. Antoine répondit évasivement qu'il devait vérifier quelque chose. Romain voulut l'accompagner, mais Antoine refusa catégoriquement, ne voulant pas l'entraîner dans ce danger. Finalement, son ami ne put que lui souhaiter bonne chance, en lui recommandant une fois de plus la plus grande prudence. Le ciel d'automne était couvert, des nuages sombres masquant la lune. Les rues aux abords de la gare routière étaient déjà calmes. Antoine s'approcha par la ruelle latérale. Au loin,
Il vit que les lumières principales du bistrot étaient éteintes. Seule une lueur tamisée filtrait de la cuisine. Il attendit, caché derrière une benne à ordures de l'autre côté de la rue. Quelques minutes plus tard, il vit M. Bernard entrer seul dans la cuisine. Le vrombissement du hachoir se fit bientôt entendre. C'était le moment idéal. Avec une infinie précaution, il traversa et se glissa dans la cour arrière. La porte en acier de la réserve se dressait devant lui, massive, avec un cadenas neuf et robuste qui semblait le narguer. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il sortit un petit jeu de passe-partout qu'il s'était procuré sur Internet. Le cœur battant, il tenta de crocheter la serrure. Le grattement du métal lui paraissait assourdissant, faisant se hérisser les poils de ses bras. Heureusement, le bruit de la machine à l'intérieur couvrait ses tentatives. Les secondes s'égrenèrent, interminables. Enfin, un déclic lui fit presque sauter le cœur de la poitrine. Le cadenas était ouvert. Rapidement, Antoine poussa la porte et se glissa à l'intérieur. Une odeur âcre et métallique l'assaillit dès qu'il franchit le seuil. La pièce était froide et humide. Le faisceau de sa lampe de poche balaya des étagères en bois chargées de sacs de jute identiques à celui qu'il avait vu la veille. Dans un coin, plusieurs grands congélateurs coffres bourdonnaient sourdement. Antoine s'approcha d'un des sacs. Il en ouvrit délicatement le sommet. Ses yeux s'écarquillèrent. Le sac était rempli de morceaux de viande de cette même couleur pâle et grisâtre. La fibre était épaisse, sans commune mesure avec la finesse du bœuf. L'odeur piquante lui souleva l'estomac. Il sortit son téléphone et prit plusieurs photos en gros plan. Non satisfait, il décida d'ouvrir l'un des congélateurs. Dès que le couvercle se souleva, un air glacial, encore plus chargé de cette odeur fétide, lui saisit le visage. À l'intérieur étaient empilés des blocs de viande bien plus gros, emballés dans du plastique transparent, sans aucune étiquette d'origine ou de traçabilité. Son cœur s'accéléra. Il savait que ce qu'il voyait était une preuve accablante, même s'il ne pouvait toujours pas identifier la nature de cette viande. Au moment où il allait refermer le congélateur, il perçut des bruits de pas venant de la cuisine. La lumière extérieure filtra sous la porte. Une voix grave retentit, « Qui est là ?» Antoine paniqua. Il éteignit sa lampe, retenant son souffle dans l'obscurité totale. La porte de la réserve grinça lentement en s'ouvrant. La lumière de la cuisine projeta une longue silhouette dans la pièce. C'était M. Bernard. D'une voix basse mais tranchante, il murmura qu'il y avait quelqu'un d'assez audacieux pour entrer dans sa réserve en pleine nuit. Antoine se tassa derrière une pile de sacs, ses mains tremblant si fort qu'il peinait à tenir son téléphone. Une sueur glacée coulait le long de sa colonne vertébrale. S'il était découvert, c'était la fin. L'atmosphère était électrique. M. Bernard avançait à pas lents, inspectant les sacs un par un. Soudain, un rat jaillit d'entre les sacs, en faisant bouger un. Le bruissement du plastique fut clairement audible. M. Bernard se retourna vivement, les yeux plissés. « Qui est là ?» cria-t-il, sa voix montant dans les aigus. Antoine ne put se contenir plus longtemps. Dans un réflexe de survie, il bondit de sa cachette et courut vers la porte. M. Bernard, surpris, mit une seconde à réagir avant de se lancer à sa poursuite. La situation devint chaotique. Antoine réussit à sortir de la réserve. La porte en acier claqua derrière lui avec un bruit métallique assourdissant. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, traversant la cour arrière pour atteindre la ruelle. Son souffle était court, son cœur menaçait d'exploser. Derrière lui, il entendait des hurlements de rage. « Arrête-toi, voleur !» Antoine ne se retourna pas. Il sauta par-dessus une petite clôture en bois, s'engagea dans un dédale de passage sombre, puis suivit un sentier qui menait à la rue principale. Ses jambes flageolaient, mais il se força à continuer. Enfin, il aperçut les lumières plus vives de l'avenue. Quelques chauffeurs de VTC attendaient des clients. Il se précipita vers l'un d'eux, le suppliant de démarrer immédiatement. Sans poser de questions, la voiture s'élança. Dans le petit rétroviseur, Antoine eut le temps d'apercevoir la silhouette de M. Bernard, debout au coin de la ruelle, le visage tordu par la fureur. Dans la voiture, Antoine serrait son téléphone. Les photos étaient là. Sa vie avait failli basculer, mais il avait une preuve. Cette nuit-là, il comprit que le danger ne faisait que commencer. M. Bernard n'allait certainement pas en rester là. Le lendemain matin, Antoine arriva à l'université bien avant le début des cours. Il était blême, la nuit ayant été presque blanche. L'image de sa fuite et du visage furieux de M. Bernard tournait en boucle dans son esprit. Mais il tenait entre ses mains quelque chose de précieux,
son téléphone, contenant les photos de la viande mystérieuse. Dès qu'il aperçut Madame Moreau dans son bureau, il la rejoignit. D'une voix encore tremblante, il lui annonça qu'il avait trouvé quelque chose. La professeure l'invita à s'asseoir et Antoine lui montra la galerie de son téléphone. Les photos des sacs, de la viande pâle, du contenu des congélateurs. Le visage de Madame Moreau devint grave. Elle zooma sur l'une des images, puis soupira lourdement. La fibre de cette viande n'est clairement pas celle du bœuf. La couleur est anormale, la répartition du gras est étrange. Cela ne correspond à aucun standard de bœuf de qualité. Le ton de sa voix, mélange de surprise et d'inquiétude, ne laissait place à aucun doute. Elle releva les yeux vers Antoine. « Où as-tu eu ces photos ?» Antoine baissa la tête un instant, puis lui raconta en détail son intrusion dans la réserve, la découverte, et sa fuite effrénée manquant de peu de se faire attraper. Madame Moreau porta une main à sa bouche, visiblement choquée par le récit. Elle prenait conscience du danger immense qu'avait couru son étudiant. Après un long silence, elle déclara d'un ton catégorique : « Ces photos sont un début de preuve, mais elles ne sont pas suffisantes. Pour identifier formellement cette viande, il nous faut un échantillon physique à analyser dans un laboratoire agréé par l'État. Sans cela, tout ceci restera au stade de la rumeur et pourrait même se retourner contre toi, Antoine. Nous devons être extrêmement prudents. » Antoine acquiesça. Il savait qu'elle avait raison. Mais pour obtenir un échantillon, il devait retourner dans cet endroit maudit. Le souvenir de la nuit précédente lui donnait la chair de poule, mais sa détermination restait intacte. Il affirma que, quel que soit le risque, il y retournerait. Alors qu'ils discutaient encore, Romain fit irruption dans le bureau, le visage crispé. Le souffle court, il expliqua qu'il avait vu deux inconnus rôder autour de leur résidence étudiante ce matin. Il posait des questions, décrivant un jeune homme qui ressemblait à Antoine. Ils prétendaient être de vieux amis, mais leur allure était suspecte. Le visage d'Antoine se décomposa. C'étaient sûrement des hommes de main de M. Bernard. Il regarda Madame Moreau avec anxiété. La professeure semblait tout aussi préoccupée. Elle décréta qu'Antoine ne devait plus agir seul. Si l'affaire était aussi grave, il fallait impliquer les autorités. Mais avant cela, la preuve devait être irréfutable. Antoine serra les poings. « J'y retourne ce soir, dit-il. Je dois ramener un échantillon. » Ces mots firent taire la pièce. Romain le dévisageait avec des yeux emplis d'effroi, tandis que Madame Moreau ne put que pousser un long soupir. Cette nuit-là, l'atmosphère de la ville semblait encore plus lourde. Dans sa chambre, Antoine regardait l'horloge. Chaque tic-tac amplifiait sa tension. Sur sa table, il avait préparé une boîte à échantillons stériles du laboratoire, des gants en latex et sa petite lampe. Il se murmura : « Si je rate ce soir, je ne rentrerai peut-être pas. » Vers 23 heures, il quitta discrètement la résidence. Les rues étaient désertes. Il se dirigea vers le bistrot, en prenant des chemins détournés. De loin, il aperçut une silhouette assise sur un banc en face de l'établissement. L'homme fumait, ses yeux balayant les alentours comme une sentinelle. Antoine n'osa pas approcher par l'avant et emprunta à nouveau la ruelle latérale. Il attendit que l'homme se penche pour allumer sa cigarette, puis se glissa rapidement dans la cour arrière. À travers la fenêtre, il vit M. Bernard toujours affairé près du hachoir. Le bruit de la machine était une couverture parfaite. La réserve était là. Le cadenas avait été remplacé par un modèle encore plus imposant. Antoine sortit un fil de fer plus épais. Ses mains tremblaient en essayant de le forcer. Plusieurs minutes, qui lui parurent des heures, s'écoulèrent. Enfin, un déclic libérateur. Il entra et referma la porte. L'odeur âcre était plus forte que la veille. Il enfila ses gants, ouvrit un sac, préleva un petit morceau de viande et le plaça dans la boîte stérile. Il s'approcha ensuite d'un congélateur, en prit un autre échantillon. Il referma la boîte hermétiquement et la glissa dans la poche de sa veste. Mais avant qu'il n'ait pu sortir, il entendit des bruits de pas à l'extérieur. Plus d'une personne cette fois. La voix de l'homme qui montait la garde se mêlait à celle de M. Bernard. Il disait avoir vu une ombre se glisser à l'arrière. Le sang d'Antoine se glaça. Il était repéré. La voix de M. Bernard, basse et pleine de rage, résonna : « S'il est assez fou pour revenir, ce soir, il ne sortira pas d'ici. » Antoine était pétrifié. L'échantillon était dans sa poche, mais la sortie était bloquée. Il réalisa que cette nuit serait bien plus dangereuse que la précédente. Les secondes passées dans la réserve s'étiraient à l'infini. Antoine se tenait immobile derrière la pile de sacs, serrant la boîte d'échantillons.
Une sueur froide coulait sur ses tempes. Dehors, la porte de la cuisine s'ouvrit. La lumière balaya l'obscurité. Des pas lourds et décidés se rapprochèrent. Monsieur Bernard et 2 hommes baraqués entrèrent. La porte de la réserve grinça, faisant se hérisser les poils d'Antoine. « Je sais que tu es là », lança Monsieur Bernard d'une voix forte. « Sors, avant que je ne te traîne dehors moi-même. » Le silence qui suivit fut seulement rompu par le bourdonnement des congélateurs. Antoine retenait son souffle, plaqué contre le mur. Les 2 hommes commencèrent à fouiller, déplaçant les sacs, donnant des coups de pied dans les piles. Dans sa panique, le regard d'Antoine tomba sur une petite grille de ventilation en haut du mur, à près de 3 mètres du sol. L'ouverture était étroite, mais peut-être suffisante pour son corps mince. C'était sa seule issue. Il se déplaça sans bruit vers une étagère en bois, ses mains tremblantes alors qu'il commençait à grimper. Des sacs basculèrent, tombant avec un bruit sourd. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Il est là !» cria l'un des hommes. Antoine ne réfléchit plus. Usant de toute son énergie, il se hissa vers la grille, ses doigts s'agrippant au métal rouillé du rebord. Des cris de rage éclatèrent en dessous. Monsieur Bernard tenta de l'attraper, mais Antoine était déjà à moitié dehors. D'une dernière poussée, il réussit à se faufiler et tomba lourdement sur le sol à l'extérieur, une douleur fulgurante lui parcourant le dos. Sans perdre un instant, il se releva et se mit à courir. De l'intérieur, on criait de le poursuivre. Les 2 hommes sortirent à sa suite. Leurs pas lourds se rapprochaient. Antoine courut à perdre haleine à travers la cour, s'enfonçant dans le dédale des ruelles sombres. Leurs voix se rapprochaient, mais la chance était avec lui. Il aperçut les lumières de la rue principale. Il accéléra, sauta une barrière, et déboucha enfin sur l'avenue. Plusieurs véhicules passaient encore. Il fit de grands signes à un taxi qui passait par hasard et, paniqué, ordonna au chauffeur de démarrer. Dans le rétroviseur, il vit les 2 hommes s'arrêter sur le trottoir, essoufflés, avec Monsieur Bernard derrière eux, le visage déformé par la haine. Dans le taxi, Antoine serrait la boîte dans sa poche. Ses mains tremblaient encore, mais un sentiment de soulagement l'envahit. Il avait la preuve. Le lendemain matin, il rejoignit Madame Moreau au laboratoire. En voyant la boîte, son visage devint immédiatement sérieux. Elle l'ouvrit avec précaution et examina les 2 morceaux. Madame Moreau prépara immédiatement un test préliminaire. Quelques minutes plus tard, les résultats s'affichèrent. La teneur en protéines et la structure des fibres musculaires étaient sans équivoque, très différentes de celles du bœuf. « Ce n'est pas du bœuf », murmura-t-elle. Le sang d'Antoine ne fit qu'un tour. Son intuition était donc correcte. Mais Madame Moreau le retint. « Nous ne pouvons encore rien annoncer. Ce résultat doit être confirmé par le laboratoire départemental. Sans leur sceau, cela reste une spéculation. N'oublie pas, Antoine, nous nous attaquons à une institution locale. » Antoine acquiesça. Le chemin était encore long. L'après-midi même, ils portèrent l'échantillon au laboratoire officiel. L'attente fut une torture. Romain et Léa l'avaient rejoint pour le soutenir. Quelques heures plus tard, un technicien sortit avec un dossier. Son visage était grave. Il annonça que, d'après l'analyse ADN, la viande ne contenait aucune trace de bœuf. Sa composition était majoritairement du porc, mélangé à d'autres liants d'origine indéterminée. Le silence tomba dans la pièce. Antoine porta une main à sa bouche, tremblant. Madame Moreau fixait le rapport, le visage sombre. Cette nouvelle allait secouer la ville. Pendant des années, les habitants avaient cru manger du bœuf charolais, alors qu'on leur servait du porc. Antoine serra les poings. Il déclara d'un ton ferme que ce n'était plus une question de réputation, mais d'honnêteté, de santé publique et de tromperie sur une appellation protégée. Les gens avaient le droit de savoir. Mais Madame Moreau le mit en garde une dernière fois, Monsieur Bernard ne restera pas les bras croisés. Si cette information fuite, tu seras sa première cible. Antoine prit une profonde inspiration. Quel que soit le risque, la vérité devait éclater. Il réalisait que sa prochaine étape, la plus dangereuse, serait de révéler ce secret aux yeux de tous. Ce jour-là, le ciel d'Autun était gris, mais la place du Champ de Mars grouillait de monde. La foire gastronomique annuelle battait son plein. Des dizaines de stands de produits du terroir s'alignaient, proposant fromage, vin, charcuterie et autres spécialités bourguignonnes. Au milieu de cette effervescence, le stand du bœuf d'or était le plus imposant. Une grande bannière proclamait « La boulette légendaire d'Autun ». La file d'attente était la plus longue de toute la foire.
Les organisateurs avaient même prévu de remettre un prix d'honneur à M. Bernard pour sa contribution à la renommée culinaire de la ville. Mais dans un coin de la place, Antoine se tenait debout, le visage tendu. Dans ses mains, il tenait un dossier contenant les résultats officiels du laboratoire et une clé USB remplie de photos et de notes. À ses côtés, Madame Moreau, visiblement anxieuse, lui offrait un soutien silencieux. « Antoine, si tu fais ça, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Es-tu prêt ?» murmura-t-elle. Antoine regarda la scène centrale, les yeux pleins de détermination. « J'aurais plus peur de me taire, » répondit-il. Lorsque le présentateur invita M. Bernard à monter sur scène pour recevoir son prix, un tonnerre d'applaudissements retentit. Le visage de M. Bernard rayonnait de fierté. Mais juste avant que le trophée ne lui soit remis, Antoine s'avança. Sa voix, amplifiée par un micro qu'il avait saisi sur une table technique, brisa l'ambiance festive. « Excusez-moi, mais je ne peux pas laisser ce prix être remis avant que les habitants d'Autun ne connaissent la vérité. » La foule devint silencieuse, puis un murmure confus s'éleva. M. Bernard se tourna vers lui, son sourire s'effaçant pour laisser place à un masque de fureur. « Que signifie cette mascarade » lança-t-il d'un ton glacial. Antoine brandit le dossier. « Je suis étudiant en technologie alimentaire et j'ai mené une enquête. Les boulettes du « bœuf d'or » ne sont pas faites avec du bœuf charolais. L'analyse ADN prouve qu'elles contiennent majoritairement de la viande de porc et des mélanges d'origine douteuse, potentiellement dangereux pour la santé. » Un cri de stupeur parcourut la foule. Certains hurlaient leur incrédulité, d'autres portaient la main à leur bouche, retenant une nausée. Des larmes de trahison coulaient sur les joues de certains. Le visage de M. Bernard devint écarlate. « Calomnie !» cria-t-il d'une voix tremblante. « Un gamin comme toi ose salir la réputation de mon établissement, un héritage familial. » Il pointa un doigt accusateur sur Antoine. Mais ce dernier resta ferme. Il inséra la clé USB dans l'ordinateur portable relié au grand écran de la scène. Immédiatement, les photos de la réserve secrète, des sacs de viande pâle et des congélateurs remplis de blocs non identifiés apparurent. Un court enregistrement vidéo, pris avec son téléphone, montrait le processus de hachage de cette viande qui n'avait rien du bœuf. La foule, d'abord silencieuse, explosa. Les cris de colère se mêlèrent aux sanglots. Une mère serra son enfant dans ses bras, murmurant qu'ils y mangeaient chaque semaine. Un chauffeur de bus, client de longue date, baissa la tête, le visage empreint de déception. Pour couronner le tout, l'écran afficha le rapport du laboratoire départemental, avec le sceau officiel bien visible, confirmant l'absence totale de bœuf. Un élu local, présent à l'événement, monta sur scène. D'un air grave, il déclara que si ces preuves étaient authentiques, l'établissement devait être fermé sur le champ et une enquête judiciaire ouverte. Les agents de sécurité présents sur la place montèrent sur scène et encadrèrent M. Bernard, qui se débattait, le visage tordu par la rage. Le nom légendaire du « bœuf d'or » venait de s'effondrer en quelques minutes. Sur scène, Antoine tremblait, les mains froides, mais son cœur était empli d'un étrange soulagement. Il avait dit la vérité. Madame Moreau posa une main sur son épaule, lui murmurant avec fierté qu'il avait fait ce qui était juste. Ce jour marqua un tournant pour la petite ville d'Autun. Le bistrot fut scellé par les autorités. L'affaire fit la une des journaux régionaux. Et le nom d'Antoine Dubois se propagea, celui d'un étudiant qui avait osé défier un géant local au nom de la vérité, malgré les menaces qui avaient pesé sur lui. Tard dans la soirée, alors que le calme revenait, Antoine s'assit seul dans sa chambre, contemplant le ciel étoilé. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Il savait que le combat n'était pas terminé. Mais une chose était sûre, le grand secret était enfin révélé, et les gens ne seraient plus trompés. Depuis la révélation sur la place du Champ de Mars, le nom d'Antoine Dubois était sur toutes les lèvres. La presse locale titrait en grand sur l'étudiant qui a fait tomber la légende. Pourtant, la vie d'Antoine était loin d'être apaisée. Dans la rue, certains le saluaient avec admiration, mais d'autres le regardaient avec mépris. Une partie de la clientèle fidèle de M. Bernard refusait de croire à la supercherie et voyait Antoine un jeune homme en quête de notoriété, un destructeur d'emplois. Chez lui, Romain l'avertissait de rester prudent. Des inconnus avaient de nouveau été vus rôdant près de la résidence. Léa avait même reçu un message anonyme lui intimant de dire à son ami de se taire. Madame Moreau tentait de le rassurer, lui expliquant que la vérité mettait du temps à être acceptée. Pendant ce temps, l'affaire judiciaire suivait son cours. La police avait trouvé des preuves accablantes dans la réserve. D'anciens employés témoignaient des livraisons nocturnes. La ville était divisée.
Au milieu de cette tension, Antoine reçut une demande de rencontre inattendue. C'était un message de Camille, la fille de M. Bernard. Hésitant, il accepta finalement, sentant qu'elle avait peut-être besoin de parler. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret. Camille arriva le visage pâle, les yeux rougis par les larmes. D'une voix brisée, elle expliqua qu'elle ignorait tout des agissements de son père. Elle était anéantie. Sa famille était détruite. Sa mère était tombée malade sous le poids de la honte, son jeune frère avait arrêté ses études, harcelé par les autres, et elle-même avait perdu la plupart de ses amis. Elle regarda Antoine, les yeux brillants de larmes, le suppliant de ne pas haïr toute sa famille pour la faute de son père. Antoine resta silencieux, le cœur serré. Il prenait conscience que la vérité, si nécessaire soit-elle, laissait derrière elle des victimes collatérales, des innocents pris dans la tourmente. Il répondit doucement qu'il n'avait jamais eu l'intention de détruire sa famille, seulement de révéler une tromperie. Cette rencontre laissa une profonde empreinte sur Antoine. Il comprit que son courage avait un coût, non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres. Les jours suivants, il se sentit de plus en plus lourd. Ronnie et Léa, sentant son désarroi, restaient à ses côtés. Dans sa chambre, Antoine écrivit dans son carnet « La vérité a toujours un prix ». Quelques jours plus tard, Camille le recontacta. Ils se virent à la bibliothèque municipale. Elle lui confia que la situation de sa famille empirait. Sa mère refusait de sortir de sa chambre, et son frère s'était enfermé dans le mutisme. Camille elle-même se sentait complètement isolée. Antoine écoutait patiemment, essayant de trouver les mots pour la réconforter. Une étrange proximité naquit entre eux, une connexion forgée dans la douleur et l'injustice. Mais cette relation naissante n'échappa pas au regard. Certains amis d'Antoine commencèrent à le critiquer, l'accusant de se laisser attendrir par la famille du coupable. Ces rumeurs le blessaient profondément. Il était tiraillé entre sa quête de justice et sa compassion grandissante pour Camille. Pendant ce temps, l'enquête progressait. La police découvrit que l'affaire était plus complexe qu'une simple fraude. La viande de porc provenait d'un réseau d'importation illégale, opérant à travers plusieurs régions. Un soir, Antoine reçut un nouveau message d'un numéro inconnu. « Arrête de fouiner avant qu'il ne soit trop tard. » Soncoeur se serra. Il montra le message à Romain, qui le pressa d'être encore plus vigilant. Léa, effrayée, lui suggéra de quitter la ville quelque temps. Mais Antoine refusait de fuir. Il sentait que le danger était toujours présent, une ombre qui le suivait à chaque pas. C'est Camille qui, sans le savoir, lui redonna la force de continuer. Lors d'une rencontre dans un parc, elle lui avoua qu'elle ne voulait plus fuir la réalité. Elle savait que son père était coupable, mais elle voulait prouver que le reste de sa famille pouvait encore vivre honnêtement. Elle demanda à Antoine de ne pas l'abandonner. Ému, il lui promit qu'il resterait à ses côtés. Ce soir-là, en écrivant dans son carnet, Antoine comprit que son combat ne consistait plus seulement à dénoncer un mensonge, mais aussi à aider ceux qui avaient été brisés par cette vérité. Il se mit à réfléchir à des moyens d'aider la famille de Camille, peut-être en mobilisant des associations étudiantes ou des professeurs sensibles à leur situation. Il écrivit une dernière phrase avant de s'endormir, « Défendre la vérité est important, mais penser les blessures qu'elle inflige fait aussi partie de la vérité. » Les jours suivants, la menace se fit plus précise. Un soir, alors que Romain rentrait seul de l'université, 2 scooters tentèrent de le coincer dans une rue étroite. Il réussit à s'échapper de justesse, mais rentra à la résidence, pâle comme un linge. « Antoine, ils ne te visent plus seulement toi, mais aussi nous, » dit-il, la voix tremblante. Antoine fut envahi par la culpabilité. Il serra son ami dans ses bras, les larmes aux yeux. Si quelque chose arrivait à ses amis, ou à Camille, il ne se le pardonnerait jamais. L'étau se resserrait. Madame Moreau appela Antoine dans son bureau. Une de ses connaissances dans la police lui avait confié que l'affaire du bœuf d'or n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le réseau de viande illégale était vaste et bien organisé. Cela expliquait l'acharnement des menaces. Antoine sentit un frisson le parcourir. Le combat était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Le soir même, Ratti vint le voir, paniqué. Une lettre anonyme avait été jetée dans le jardin de ses parents. « Cesse ta relation avec Antoine si tu ne veux pas que ta famille souffre davantage. » Antoine serra le papier dans sa main, la rage montant en lui. Il regarda Camille et lui dit d'une voix ferme qu'il ne laisserait aucune menace les séparer. Mais au fond de lui, la peur grandissait. Il n'avait plus seulement à se protéger lui-même, mais aussi la femme dont il tombait amoureux. Il décida qu'il ne pouvait plus lutter seul. Il contacta un journaliste d'investigation d'un grand quotidien national, connu pour son courage. Avec l'aide de Madame Moreau,
Il lui fournit toutes les preuves, tous les détails de son enquête et des menaces subies. Il savait que porter l'affaire au niveau national était risqué. Plus la tension serait grande, plus la réaction de ses ennemis serait violente. Mais c'était sa seule chance de faire éclater toute la vérité et de se protéger en exposant ses adversaires à la lumière. Quelques jours plus tard, l'article parut en première page, avec un titre choc, Le scandale du bœuf d'or, enquête sur les réseaux de la fraude alimentaire en France. L'effet fut immédiat et national. Les autorités provinciales furent forcées d'accélérer l'enquête. La réaction ne se fit pas attendre. La nuit suivant la publication, une pierre brisa la fenêtre de sa chambre. Un message y était attaché, dernier avertissement. Romain et Léa le supplièrent de partir, mais Antoine refusa. Il sentait qu'il était au cœur de la tempête et que fuir ne ferait qu'aggraver les choses. Il était devenu, malgré lui, un symbole de la lutte contre la malhonnêteté, et de nombreuses personnes comptaient sur lui. Il écrivit dans son carnet une phrase qui le fit pleurer, « Je ne suis peut-être personne, mais si je me tais, qui parlera ?» La pluie se mit à tomber, comme si le ciel pleurait avec lui. Dans son cœur, il pria pour que le dernier acte qu'il préparait apporte enfin la lumière, et non plus de ténèbres. La veille de la conférence de presse organisée par les autorités régionales à Dijon, la tension était à son comble. Antoine savait qu'il serait appelé à témoigner. Vers minuit, des bruits de moteurs se firent entendre devant la résidence. 2 scooters, avec 4 hommes vêtus de noir, attendaient. Romain, paniqué, verrouilla la porte. Bientôt, des coups violents furent frappés. Une voix cria à Antoine de sortir. Romain s'arma d'une chaise, prêt à se défendre. C'est alors que, providentiellement, une sirène de police retentit au loin. Les scooters démarrèrent en trombe et disparurent. Ils avaient eu chaud. Le lendemain, sous escorte policière, Antoine se rendit à la conférence. Devant une salle comble de journalistes, les autorités annoncèrent le démantèlement d'une grande partie du réseau. Plusieurs arrestations avaient eu lieu, y compris celle du principal fournisseur de M. Bernard. Quand ce fut son tour, Antoine prit la parole. D'une voix tremblante mais ferme, il raconta son histoire, depuis la simple suspicion jusqu'aux menaces de mort. Il conclut en disant que la vérité avait un prix, mais qu'elle devait être défendue pour le bien de tous. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Au milieu du chaos médiatique, un homme en costume s'approcha de lui et lui glissa à l'oreille « Le jeu n'est pas terminé », avant de disparaître. Les semaines qui suivirent la conférence de presse furent celles d'un lent retour au calme. Le soleil semblait enfin percer les nuages au-dessus d'Autun. Le réseau illégal était en grande partie démantelé. Le bœuf d'or n'était plus qu'un souvenir, un bâtiment vide dont les fenêtres closes semblaient garder le silence d'une histoire de trahison. Pour Antoine, le sentiment était doux amer. La satisfaction de la vérité révélée était teintée de la tristesse des vies brisées. Mais le soutien de la communauté et de ses pairs lui donnait la force de continuer. À l'université, il était devenu un exemple d'intégrité et de courage civique. Sa relation avec Camille s'était approfondie. Ensemble, ils affrontaient l'avenir. La famille de Camille, bien que marquée à jamais, commençait à se reconstruire, loin des regards et des jugements. Un soir, Antoine, Camille, Romain et Léa se retrouvèrent au bord d'un champ, regardant le coucher de soleil. Ils parlèrent du chemin parcouru. Romain plaisanta en disant qu'ils étaient passés d'étudiants insouciants à des personnages de thriller. Léa ajouta que cette épreuve, bien que terrible, avait renforcé leur amitié comme jamais. Antoine sourit. Il regarda Camille et dit que la vie était pleine d'épreuves, mais qu'elle n'était pas là pour détruire, mais pour rendre plus fort. Camille hocha la tête, une larme de soulagement coulant sur sa joue. Antoine retourna à ses études, l'esprit plus léger. Son carnet, autrefois rempli de peur, se couvrait maintenant de notes d'espoir et de projets. Il voulait dédier sa carrière à la sécurité alimentaire, pour que plus personne ne soit trompé. La ville d'Autun avait tiré les leçons de cette affaire. Les consommateurs étaient devenus plus vigilants, les commerçants plus transparents. Un soir, seul sur le balcon de sa chambre, Antoine regarda les étoiles. Il ouvrit son carnet une dernière fois pour clore ce chapitre de sa vie. Il écrivit que la vérité est parfois douloureuse, mais qu'elle seule mène à la paix. Il écrivit que les vrais amis sont ceux qui restent quand la tempête fait rage. Et il écrivit que l'amour qui naît au milieu des décombres est souvent le plus sincère. Le vent de la nuit souffla doucement, comme une promesse d'avenir. Le voyage n'était pas terminé, mais il n'était plus seul.